Bienvenue pour cette nouvelle séquence consacrée donc à la nutrition et aux compléments du sportif. On a le grand plaisir donc d'accueillir le docteur Frédéric Arndt. Vous êtes donc anesthésiste, réanimateur, algologue, diplômé en micronutrition à l'hôpital Robert Debré de Reims. Et donc c'est une session que je vais co-animer avec Alexandre Oyo. Donc Frédéric, je vous laisse présenter ce que vous souhaitez partager avec nous sur l'aliment du sportif. Et nous vous poserons ensuite quelques questions. Très bien. Donc, je vous remercie de me permettre de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Bien sûr, Paris 2024, donc le sujet était couru, mais aussi à titre personnel, puisqu'on a tous la volonté de soulager, d'aider nos aînés dans le mieux vieillir et dans la prévention de la sarcopénie et des chutes. Le mouvement, c'est quelque chose qui est éternel et qui est indissociable de la vie. Nous allons bouger pour vivre, nous allons vivre pour bouger. L'univers nous l'a enseigné, que ce soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit au cœur de la cellule et des atomes. Quand l'humain a inventé quelque chose qui s'appelle la sédentarité, l'OMS nous parle de 60 à 80% de personnes sédentaires de par le monde. J'ai envie de dire, les animaux ne connaissent pas ça. Quand on demande à un oiseau d'arrêter de voler ou quand on demande à un poisson d'arrêter de nager, on comprend ce qui va se passer et pourquoi l'humain en serait exempt. Aujourd'hui, le sport est une prescription médicale et c'est vrai que dans notre pratique, ça va vraiment être la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que quand le patient se remet en mouvement, le dossier de douleur est vraiment sur une voie de nette amélioration. Comme le dit la petite phrase « use it or lose it ». Il y a plein de recommandations qui vont être que chaque patient va devoir s'approprier. Il faut bien sûr avoir une activité sportive ludique. Il y a des bases. Beaucoup d'études ont été faites sur l'activité fragmentée, cette alternance de vite et de plus lent, une alternance de 5 à 10 répétitions, 5 à 10 minutes, qui permettrait d'avoir une trophicité, de récupérer un tonus musculaire. Le muscle, c'est déjà presque 20% de la dépense énergétique de base quand on est au repos. Lorsqu'on est en activité, on va multiplier par 2 cette dépense énergétique à partir du muscle. Le muscle est un organe en soi qui va communiquer avec tous les autres organes. C'est lui qui va apporter le tonus osseux et permettre d'avoir des os plus solides. C'est lui qui, par la synthèse, la promotion de la synthèse de l'irisine, une hormone qui communique avec le cerveau, va augmenter les performances intellectuelles et la mémorisation. C'est lui qui va booster le système immunitaire, c'est lui qui va manger le sucre et limiter la maladie diabétique. On parle d'hormèse quand on parle de l'activité physique, c'est ce paradoxe qui dit que quand on soumet le corps à un stress minimal, on va paradoxalement être promoteur de santé. Ce stress, il peut être de toutes sortes, il peut être lié à l'activité physique, une alimentation cétogène, c'est-à-dire exclusivement lipidique, une restriction calorique, le jeûne, la lumière du soleil, l'exposition au froid, l'exposition à la chaleur, tous ces stress sont promoteurs de santé. Laissez-moi vous expliquer ça d'une façon un peu imagée. Quand on parle d'activité physique, c'est un peu comme une course de voiture où on va sélectionner la meilleure écurie, celle qui a passé en premier la ligne d'arrivée. Et on va éliminer les écuries, les autres écuries. Eh bien, l'activité physique, c'est pareil. C'est-à-dire que l'on va repérer les meilleures mitochondries et on va éliminer les mitochondries qui sont moins fonctionnelles, qui génèrent trop de radicaux libres, de déchets et qui ne sont pas favorables. On appelle ça la biogénèse mitochondriale ou par un mécanisme d'autophagie.
Donc, laissez-moi parler de santé. Et la santé, dans ces brochures que l'on trouve chez le médecin généraliste ou chez notre médecin, eh bien, il y a toujours le mot bouger, il y a le mot manger, et puis ce petit mot en bas à gauche où on va voir le cycle nictéméral, la régularité, qui sont aussi des promoteurs de santé. Donc, pour les nutriments du muscle, les aliments du muscle, l'essence du muscle, l'essence de la mitochondrie. D'abord, on va se concentrer sur l'importance des acides gras. Ces acides gras qui sont les murs de cette mitochondrie, et la qualité des acides gras va déterminer une fluidité optimale et donc une production d'énergie optimale. La mitochondrie reçoit une énergie. Une des énergies s'appelle les graisses. Le souci de l'aliment gras, c'est qu'il n'est pas soluble. Et pour rentrer de façon optimale dans la mitochondrie et produire de l'énergie musculaire, il va avoir besoin d'un transporteur qu'on va appeler la carnitine. En rouge aussi, on a entouré la coenzyme Q10, qui est un antioxydant et qui est un élément déterminant de la respiration cellulaire. Le sportif de haut niveau peut avoir une carence en coenzyme Q10, un peu à l'image du patient qui prend des statines et qui va diminuer sa synthèse de coenzyme Q10 qui est fabriquée à partir du cholestérol, on le rappelle. La carnitine, elle, provient à 25% de la synthèse à partir du fer, de la vitamine C, des acides aminés, et à 75% de l'alimentation à partir de la viande rouge. L'autre aliment, l'autre essence qui va nourrir notre muscle, nos mitochondries, c'est le sucre. Mais le sucre, c'est un petit peu, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire qu'il a deux facettes. Ce sucre pris de façon un petit peu rapide, par exemple le jus de fruits pressés, que l'on considère comme étant à tort un aliment santé, va générer un pic de glycémie. Et ce pic de sucre, cet afflux de sucre un peu trop rapide, le sucre est une colle. Il n'y a pas de raison que dans le sang, cette colle ne fasse pas aussi son effet. Et cette colle va se coller sur les protéines, ici un peu à l'image d'un chewing-gum sur une clé. Et ces pauvres protéines qui sont dénaturées, qui sont caramélisées en cuisine, nous en médecine on appelle ça de la glycation, ces protéines qui sont glyquées ne sont plus fonctionnelles et vont devoir utiliser le pool d'antioxydants pour être éliminés. On se retrouve donc avec une double peine lorsque le sucre est utilisé de façon un peu trop rapide, avec un pic glycémique aigu, avec des protéines non fonctionnelles et une déplétion en antioxydants protecteurs. Il faudra donc avoir à cœur d'utiliser des aliments qui ont un index glycémique le plus bas possible. Le muscle est vraiment un mangeur de sucre, une prévention du diabète, une prévention de ces pics de glycémie, mais une fois lorsque cela est répété un peu trop souvent, ce sera aussi un lieu de stockage, au même titre que le tissu lipidique, que le foie avec une stéatose, mais aussi au même titre que le pancréas. Le pancréas gras, ça existe aussi. Le sucre est donc à éviter en dehors de l'effort physique chez le patient sédentaire. Par contre, pendant l'effort physique, le sucre est vraiment à promouvoir. Il ne faut pas d'hypoglycémie pendant l'activité physique. Cette hypoglycémie va générer un stress, un pic d'interleukine 6 et va aussi être générateur d'une carence en coenzyme Q10. Et donc, si on a envie de se faire plaisir, de manger une glace, eh bien, il ne faut pas prendre le métro, il faut marcher dans Paris. L'autre élément santé, l'autre énergie de la vie après le sucre, le gras, et qui va se combiner au sucre et au gras, c'est l'oxygène. Il est surprenant d'observer en consultation le nombre de patients qui ont une ventilation superficielle, soit une polypnée ou même une hypopnée. Ces patients qui, même s'ils ont une cage thoracique assez importante, en fait ventilent peu, oublient de respirer. On appelle ça même l'apnée du MEL, c'est-à-dire que
on oublie de respirer. Et or, cette respiration est essentielle. Dans le sport, le sportif de haut niveau, il y a un proverbe qui dit que l'on a plus de médailles aux Jeux Olympiques lorsque l'on respire par le nez, et on a aussi moins de fatigue cardiaque. C'est assez surprenant, mais somme toute, c'est assez logique, parce que la respiration nasale impose de respirer lentement, impose de gonfler le ballon pulmonaire d'une façon plus conséquente, et donc va permettre d'avoir ces échanges gazeux, d'avoir le taux de CO2 qui est nécessaire, il n'en faut pas trop, mais il en faut quand même, alors qu'une respiration buccale, c'est comme un ballon crevé, avec cette perte de cohérence. Je vous propose un petit exercice tout simple, juste poser une main sur le ventre, et avec cette respiration nasale, de gonfler à l'inspiration le ventre. Vous allez ainsi permettre de tirer le diaphragme et d'avoir cet appel d'air dans les bases du poumon. Après, on va vider le ventre à l'expiration, on remonte ainsi le diaphragme, et ces mouvements de diaphragme vont remuscler le diaphragme, qui est le premier muscle à muscler. Ça va aussi permettre de remettre en mouvement le système nerveux végétatif, notamment le nerf vague. Et puis, ça va permettre d'avoir ces effets de massage au niveau abdominal et indirectement de tonifier le plancher pelvien et donc d'avoir un élément de statique non négligeable au niveau du bassin. Un élément qui, s'il devait y en avoir qu'un seul au niveau sportif, c'est l'eau. En effet, nous savons tous que l'eau représente 70% du corps humain. Et alors, beaucoup de patients nous disent « Ah, j'oublie de boire, je ne bois pas parce que j'attends d'avoir soif pour boire, ou alors j'ai peur d'avoir un inconfort ou de ne pas trouver le moyen d'aller aux toilettes pendant les courses. Il faut comprendre qu'une cellule, c'est en fait comme une piscine dans laquelle flotte un petit organisme, là, ce petit haricot rouge qu'on connaît si bien, la mitochondrie, le noyau. Le corps humain est fait de 10 000 milliards de cellules. Toutes ces cellules communiquent par des canaux à queue qui sont les vaisseaux, les tissus lymphatiques, les tissus muqueux. Et donc, imaginons que le patient déshydraté se retrouve avec l'impossibilité de communiquer puisque les bateaux ne peuvent plus aller d'une cellule à une autre. Donc comment savoir si l'on est bien hydraté ? Eh bien, ça sera la couleur des urines qui, hormis le matin où les urines sont un petit peu plus foncées, durant la journée, les urines doivent être bien claires. En effet, le sportif a bien cette connaissance puisque on dit souvent dans le monde du sport que 2% de déshydratation, c'est 20% de performance en moins, et je pense que beaucoup de nos patients fatigués aimeraient avoir 20% de fatigue en moins. Donc on a parlé du gras, on a parlé des protéines, on a parlé de l'oxygène, et maintenant parlons on a parlé du gras, du sucre, de l'oxygène, parlons maintenant des protéines qui sont aussi une source d'énergie quand on a un peu épuisé les autres, et qui sont surtout la source de la structure du muscle. Donc le muscle, pour qu'il soit de bonne qualité, il faut avoir une synthèse protéique, et on voit que cette synthèse protéique est le lieu d'une régulation assez fine. On peut déjà agir de façon simple en veillant à avoir un taux de vitamine D qui soit correct. Il y a des récepteurs à la vitamine D. En ayant un taux d'insuline et une absence de résistance à l'insuline, en gérant nos pics de glycémie comme on l'a vu, et en ayant une activité physique. Le muscle, il y a plusieurs fibres musculaires. Il y a des fibres rouges, riches en fer, en myoglobine. Ces fibres rouges sont des fibres lentes qui vont permettre d'avoir un effort physique sur le long cours, par exemple le marathonien. Et il y a les fibres blanches qui ne dépendent pas de l'oxygène, qui sont ces fibres musculaires qui vont me permettre de me lever, d'avoir un effort physique rapide, court, mais pas prolongé dans le temps. Donc ici entouré en rouge, on voit cette créatine qui va être utilisée comme un promoteur qui va fournir de l'ATP pour démarrer un effort. Pour démarrer l'effort, on peut aussi utiliser le sucre sans oxygène et ainsi produire du lactate qui va être recyclé au niveau du foie. Mais par contre, si l'on veut avoir un effort prolongé dans le temps, eh bien on va utiliser, comme on l'a dit avant, le sucre, le gras, voire les protéines combinées à l'oxygène. Donc à gauche,
la créatine, au centre le glycogène avec cette production de lactate, qui sont toutes les deux des énergies qu'on peut utiliser pour démarrer un effort, qui ne dépendent pas de l'oxygène, mais qui sont des énergies d'usage court. Et sur la droite, l'énergie qui a besoin d'oxygène, d'une mitochondrie efficace et qui offre une énergie plus longue dans le temps. En vert et en bleu, c'est cette créatine, le lactate et la glycolyse aérobie, la lipolyse, qui dépend de l'oxygène. Donc en haut à gauche, on voit que le sprinter utilise une énergie sans forcément avoir besoin d'oxygène. En bas à droite, on voit que l'ultramarathonien, il va utiliser une énergie, il va avoir besoin d'une mitochondrie bien fonctionnelle, d'avoir un apport en oxygène optimal. Il utilise le sucre, le gras, et comme il est à bout de toutes ses ressources, il va même faire fondre ses muscles. Il va utiliser ses acides aminés pour avoir de l'énergie. La créatine est fabriquée à partir de 3 acides aminés. Le lactate, il va être recyclé au niveau du foie pour reproduire du sucre. Et donc l'énergie qui est fournie au niveau de ma mitochondrie, donc soit le glucose en haut à gauche, soit les acides gras en bas à droite, soit les protéines. Et on voit qu'une protéine qui revient, un acide aminé qui revient, qui est très abondant au niveau du muscle, c'est la glutamine. Si on devait prendre un seul acide aminé, ce serait peut-être celui-là parce qu'il est conditionnellement essentiel. C'est-à-dire on peut le fabriquer, mais il est tellement utilisé par tellement d'organes que très vite, quand on a une activité sportive un peu soutenue, eh bien on en aura besoin au niveau du muscle, mais comme on en a aussi besoin au niveau des défenses immunitaires, des lymphocytes, et on en a besoin au niveau de la muqueuse digestive pour réparer cette muqueuse digestive, eh bien on risque d'en manquer, et donc oui, la glutamine est intéressante. Dans la CMT, on trouve beaucoup d'articles. Il y en avait un qui m'avait été transmis sur l'inosine, et on voit qu'elle est un petit peu au carrefour de la glutamine, du glucose et de cette leucine. Un autre acide aminé qui est important au niveau du muscle, ce sont ce trio d'acides aminés branchés qui sont fortement utilisés lorsque l'on utilise le muscle, et notamment cette leucine. Il faut comprendre que le muscle est en perpétuel détricotage et retricotage. Et donc, si on n'a pas un apport de protéines régulier, eh bien, on va être sur ce versant détricotage et aller vers la sarcopénie. C'est vraiment un équilibre. Donc, pour fabriquer du muscle, il faut consommer des protéines et il faut les incorporer correctement, les assimiler et les incorporer aussi grâce à une activité physique régulière. On va détricoter le muscle aussi si on est en stress, si on est en jeûne, si on fait trop d'exercices, comme on a vu tout à l'heure, parce que si on est ultramarathonien, le vieillissement est aussi une cause de détricotage facilité. Et toutes les protéines ne sont pas assimilées de la même façon. Et les protéines qui vont être facilement assimilées, ce sont des protéines qui sont des conglomérats d'acides aminés bien digestibles, notamment le lactosérum, ce qu'on appelle les protéines whey, qu'on trouve souvent dans les nutritions du sportif et qui sont riches en leucine. Ce diaporama et cette slide est vraiment intéressante car elle nous montre qu'on est donc toujours en train de détricoter le muscle et de le retricoter, et plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire qu'il est préférable d'avoir des protéines réparties sur 3 repas plutôt que d'avoir un gros apport de protéines à un seul repas, parce qu'on ne pourra pas faire plus de muscles que nécessaire si on a tout pris à un seul repas. Donc oui, avoir des protéines le matin, le midi, le soir, peut-être varier ces protéines, parfois une association légumineuse céréales pour un repas, des protéines animales à un autre repas, et peut-être un petit complément avec du lactosérum à un 3e repas. Avec l'âge, le muscle est fragilisé, il y a une sarcopénie, et si on veut inverser cette courbe, on voit en rouge que pour synthétiser, on peut encore fabriquer du muscle. Je voyais une étude sur une dame de 93 ans qui, grâce à un apport alimentaire conséquent et une activité physique conséquente, avait gagné 30% de masse musculaire. Donc oui, c'est possible. Bien sûr, avec l'âge, c'est plus difficile, mais il faut avoir un apport protéique plus important avec l'âge. La seule réserve, c'est l'insuffisance
insuffisance rénale et dans ce cas-là, varier les protéines pour ne pas fatiguer le rein. La sarcopénie est au cœur de la santé. Il faut comprendre que le muscle, c'est un petit peu comme notre compte en banque. On ne va pas grignoter ce compte en banque, on va plutôt avoir à cœur de le faire fructifier pour garder en santé. Et cette slide est intéressante parce qu'elle nous montre que même si on a un apport de protéines suffisant, le muscle est le dernier à être servi. C'est-à-dire que le tube digestif va se servir en premier, que le foie va se servir en deuxième. Donc si j'ai une maladie exsudative digestive, eh bien j'ai perdu des protéines à cet endroit-là. Si j'ai une pathologie inflammatoire, le foie fabrique beaucoup de protéines anti-inflammatoires et donc le pauvre muscle, même si c'est lui qui nécessite le plus d'apport en protéines, eh bien il sera déplété. Donc l'absorption digestive est un élément clé de cette synthèse protéique pour le muscle. Or, c'est aussi un lieu de fragilité extrême. On sait que la muqueuse digestive est toute fine, c'est une seule couche de cellules, c'est les entérocytes, et qu'elles sont soumises au stress. Le premier stress, ça va être l'activité sportive. Quand j'ai une activité sportive, je sollicite donc je dévie la circulation sanguine vers le muscle pour pouvoir apporter tous les nutriments au muscle et résultat, la muqueuse digestive se trouve en ischémie, privée de sang et privée d'oxygène également. Donc si cette activité sportive est trop prolongée, il y a un risque que cette ischémie génère donc une fragilité et surtout lorsqu'il y aura une reperfusion, on appelle ça le mécanisme d'ischémie-reperfusion, les toxines qui auront été générées du fait de cette ischémie vont peut-être abîmer la muqueuse digestive et créer ce qu'on appelle un leaky gut avec des passages des trous dans cette muqueuse digestive et générer une fatigue. Dans la nature, le lion ne va jamais chasser le ventre plein. Eh bien, l'humain doit en faire autant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter de manger un repas qui soit lourd 2 heures avant et 2 heures après un effort physique intense. Là, on parle de sport, on ne parle pas d'une activité physique douce. La marche, bien sûr, la marche digestive et bien sûr n'est pas dans cette considération-là. Lorsqu'il y a comme ça cette hyperperméabilité digestive, on peut donc avoir des pathologies avec passage d'antigènes qui vont se formater au niveau de la peau, et au niveau du poumon et aussi au niveau des tendons, par exemple, avec une tendinite ou toutes les fragilités lorsqu'on a un sport extrême. Et donc, un complément qui me semble aussi intéressant, un acide aminé qui est peut-être un peu important à proposer à nos patients, ce sera cet acide aminé qui est polyvalent, qui permet de réparer la muqueuse digestive, qui garantit une fonction lymphocytaire correcte et qui est aussi un acide aminé important dans le muscle. Donc ça, c'est un poster qui a été présenté au Congrès Douleur avec le QR code qui fait le lien entre le microbiote, la douleur et la fatigue. Donc, au niveau du muscle, on a des récepteurs à la vitamine D. Donc, la vitamine D est un élément qui est facile à doser, facile à corriger lorsqu'il est en carence et il est dommage de s'en priver, les études foisonnent. Il faut aussi veiller à ce que la fonction hormonale soit correcte parce que les hormones thyroïdiennes sont trophiques pour le muscle, de même que les hormones du stress, les corticoïdes. Le muscle est un organe immunitaire et est un organe endocrine en soi, puisqu'il fabrique des hormones, il communique avec tous nos organes. On l'avait dit tout à l'heure, notamment, il va permettre de fabriquer une hormone qui s'appelle l'irisine et qui va favoriser la mémoire. Le rythme, tout à l'heure, sur cette petite brochure santé, on avait vu en bas à gauche ce petit dessin avec le rythme jour-nuit. Ce rythme jour-nuit est essentiel. En effet, nos grands-mères nous ont toujours dit que les heures avant minuit comptent double. Et en effet, ces heures de sommeil gagnées avant minuit vont permettre d'avoir une sécrétion de GH, l'hormone de croissance, l'hormone qui permet d'avoir un
muscles en bonne santé, de bonne qualité. Ça va permettre une mémorisation et une croissance aussi de l'enfant. Au niveau des oligo-éléments, il y en a un qui est important, celui qui permet d'avoir une fonction NAK ATPase correcte, qui permet d'avoir c'est le flux au niveau du nerf qui soit optimal. Ce magnésium qui va être déplété. Lorsqu'on est en stress, on va avoir une fuite de magnésium. Les crampes musculaires sont souvent liées à la carence en magnésium. Quand on parle d'activité physique, il faut aussi parler du repos. Les phases de repos sont tout aussi importantes que les phases d'entraînement, surtout si l'entraînement est un peu massif, puisque cet entraînement extrême peut être délétère et on retrouve un petit peu toutes les recommandations que l'on vient de prodiguer. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Frédéric. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et très riche. Alexandre Oyo, une réaction C'était très riche. Merci beaucoup, Frédéric. Si je résume, parce qu'on a abordé quand même beaucoup de choses, là, vous avez abordé beaucoup de choses. Pour faire du sport, une activité physique adaptée, il faut bien nourrir son muscle, manger des protéines, bien s'hydrater, il y avait tout ça. Beaucoup de messages, une bonne respiration, une bonne hydratation, etc. Enfin, une vie saine en fait, en quelque sorte. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'il y a un livre de recettes en cours, quelque chose? Alors, mon petit papa, parce qu'avec l'âge, la sarcopénie guette tous nos aînés. Mon petit papa, le matin, je lui dis de prendre un peu de protéines du lactosérum parce que c'est des acides aminés. Il a une fonction rénale un tout petit peu limite. Donc j'ai à cœur de ne pas lui faire manger de la viande à chaque repas. Oui. Et ensuite, le midi, je lui dis de manger de la viande rouge. Oui. Et le soir, je lui dis plutôt de faire une association de légumineuses et de céréales pour avoir des protéines végétales. Ainsi, le rein est quand même préservé. On a cet apport de protéines en charge, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'on doit apporter toutes les acides aminés au cours d'un seul repas si on veut déclencher la synthèse protéique musculaire. Donc cette leucine, on la trouvera moins dans les protéines végétales, céréales, on va vraiment surtout la trouver dans les protéines animales et dans le lactosérum. Mais voilà, on a quand même tous les acides aminés à 3 repas et on va favoriser. Bien sûr, je lui demande de marcher. La marche idéale, c'est cette marche nordique qui permet de faire fonctionner les muscles supérieurs, de faire les muscles inférieurs, de garder un équilibre. Et donc voilà, avec des conseils simples, mais d'avoir vraiment conscience qu'il faut augmenter l'apport en protéines avec l'âge. Et ça, c'est souvent un peu nié. Bien sûr, il faut des antioxydants qu'on va trouver dans les crudités, dans les fruits frais. Et si on doit prendre un complément, eh bien peut-être la glutamine, qui est un acide aminé, qui est assez neutre et qui assure une cicatrisation de la muqueuse digestive et une fonction lymphocytaire correcte. Merci beaucoup. Moi, j'ai noté aussi le jus de fruits pressé, donc c'est pas terrible, parce que moi, je pensais que c'était... J'y tenais. Je pensais que c'était les jus qu'on achetait dans les supermarchés, mais non, donc même une orange pressée, c'est pas terrible. Alors l'orange pressée, oui, dans le sport, c'est comme la glace, quoi. Mais pendant pas le sport. Au petit déjeuner. Voilà. Mais le jus de fruits pressé, c'est aussi mauvais qu'un coca. Oula. Voilà, je suis désolée. C'est-à-dire que quand on fait un jus de fruits pressé, on va pas presser une orange, on va presser 2, 3, 4 oranges. Donc on a le sucre de 3 fruits, on n'a plus les fibres. Alors les patients me disent mais si, il y a la pulpe. Non, non, le sucre n'est plus prisonnier. Et donc on a vraiment ce pic glycémique et cet effet colle qui ne va pas pouvoir rentrer tout de suite dans la cellule, sauf si je suis en train de faire du sport, en quel cas comme j'ai besoin de plus d'énergie. Et c'est vraiment intéressant de voir cette dualité du sucre qui, oui, doit être pris pendant l'effort. Non, pas de sucre massif en dehors de l'effort. Très bien. Vous avez parlé des protéines aussi, de la viande rouge. De la viande rouge, il faut en manger tous les jours?
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Puisque généralement on dit que la viande rouge, c'est quand même c'est une fois par semaine ou deux fois par semaine. La viande rouge, c'est là-dedans qu'on va trouver la créatine. Ouais. C'est dans la viande rouge qu'on va trouver la carnitine. La carnitine peut être synthétisée. On est étonné de voir parfois des patients végétariens qui ont un taux de carnitine normal. On fabrique sa carnitine. Par contre, pour fabriquer la carnitine, qui est fabriquée à partir d'acides aminés, de fer et de vitamine C. Donc, oui, mangez des crudités, mangez des fruits frais entiers. N'ayez pas de carence en fer. Donc, les femmes en période d'activité génitale, il faut être vigilant et avoir un apport d'acides aminés. Après, oui, la viande rouge, tous les jours, c'est vrai que j'avoue que c'est compliqué de donner ce message-là. C'est pas dans l'air du temps. Non, c'est pas dans l'air du temps. Donc, voilà, je veux dire à papa de manger une viande par jour, mais pas forcément une viande rouge tous les jours. Mais veiller à ce qu'il n'ait pas de carence en fer et que la viande apporte tous les acides aminés, donc il n'y a pas de souci. Et beaucoup de sportifs veulent prendre de la créatine. Bon, pourquoi pas, mais c'est vraiment cette énergie qui permet de démarrer l'effort. Mais si je devais faire un choix, moi j'irais plus vers des protéines whey ou des protéines du lactosérum ou de la glutamine ou les deux. Alors j'ai une question sur ce sujet, c'est quoi le lactosérum? Cela correspond à quel aliment? C'est la protéine de petit lait et c'est ce qu'on trouve beaucoup en complément alimentaire du sportif. C'est ce qu'on appelle les whey protéines, W-H-E-Y sur la dernière diapo. Donc, une autre question, quelle quantité de glutamine prendre pour un adolescent? Alors, les gélules sont souvent dosées à 500 mg. Après, on peut aller jusqu'à... ou alors, on peut le prendre en poudre avec des petites cuillères mesure. La forme cuillère mesure est très... n'est pas gênante parce qu'on ne peut pas prendre trop de glutamine. C'est pas... Donc, on peut aller chez le sportif vraiment de haut niveau, on va jusqu'à 5 grammes, donc c'est vraiment énorme. On peut aller donc donc 2 gélules de 500 mg avant ou après les repas, c'est très correct. Mais généralement, on va mettre une gélule avant chaque repas aux patients. Une question, comment maintenir la santé musculaire malgré la déficience nerveuse? Oui. Bien sûr, on respecte tout ce que vous avez dit, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous avez des petits conseils supplémentaires? Mais déjà, il ne faut pas perdre son capital, il ne faut pas empiéter sur son compte en banque. Il faut le faire fructifier au maximum. C'est-à-dire que, oui, je vais être vigilant sur cet apport, ces pics de sucre. Oui, je vais être vigilant sur une carence en vitamine D qui ne doit pas être là. Oui, je vais être vigilant sur un rythme nictéméral, sur une gestion du stress, sur une oxygénation optimale. Moi, mon petit papa, décidément, il a des crampes la nuit et il me dit qu'il dort bien. Non, on ne peut pas se réveiller toutes les 2 heures en dormant bien. Donc, voilà, il respire par la bouche la nuit. Donc, voilà, on a fait ce qu'il fallait pour respirer par le nez. Et il y a beaucoup moins de crampes. Et donc, la fonction musculaire est optimisée. Donc, c'est déjà pas perdre son capital et pour le faire fructifier. Bien sûr que quand le nerf fonctionne moins bien, mais le garder en fonction, c'est le meilleur moyen de le garder. Et quand on voit qu'une dame de 93 ans, avec une alimentation adaptée, un programme sportif bien conséquent, peut gagner 30% de masse musculaire, ça impose le respect quand même. Absolument. Merci beaucoup. Merci, docteur Frédéric.